Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast littéraire du collectif Moonlight Flowers. Nous sommes une association étudiante de l'université Toulouse de Jean Jaurès et nous organisons des ateliers d'écriture tous les mardis soirs de 18 à 20h au foyer de lettres du Gai Savoir. N'hésitez pas à passer sur notre site internet avec l'adresse en description pour y lire nos nouvelles disponibles gratuitement et à aller suivre notre actualité sur Instagram au @collectifmf. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Et je suis très content de recevoir un fantôme de cette émission en la personne de notre très cher Ludo. Bonjour Ludo. Je suis de retour depuis l'au-delà de la région parisienne. Aujourd'hui, ce sera un épisode un peu spécial, car c'est un hors-série. En effet, nous n'allons pas parler de livres, mais d'une série, et plus précisément de la saison 2 de la série de Good Omens, écrite par Neil Gaiman et John Finnemore. Si vous n'avez pas vu cette saison et que vous comptez la voir, mettez la vidéo en pause et allez la regarder, puisque nous allons divulgacher à loisir. Que avez-vous pensé de cette série ? Je vais peut-être commencer parce que c'est un peu ma faute si on fait ce podcast hors série. C'est pour ça que je suis là et que je suis en train de casser les couilles de tout le monde en vacances. Parce que j'ai vu cette saison 2 après avoir été lecteur du livre pendant mon adolescence, après avoir regardé la saison 1 avec énormément de plaisir et beaucoup d'émotion, parce que moi je fais partie de ces gens qui ont pleuré quand Terry Pratchett, co-auteur du livre, est mort. Et la saison 2 m'a déçu pour plein de raisons, et maintenant qu'on est plusieurs mois après mon visionnage, je pense que j'ai assez bien déterminé ce qui pour moi va pas dans cette saison, qui, je vais le dire quand même une fois, c'est une bonne série. Ce n'est pas quelque chose de mal fait. Neil Gaiman n'a pas soudainement arrêté de savoir écrire. Les personnages sont toujours relativement attachants. Mais je trouve que cette saison 2 rate complètement son objectif en termes de suite, et pour moi ça tient à des problèmes d'écriture et à des problèmes de rythme. Mais d'abord, je vais peut-être laisser quelqu'un qui a aimé cette saison 2 en parler un peu. Bien, juste avant ça, on va faire une petite remise en contexte quand même, c'est qu'en fait, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le livre a été écrit en 90, donc il y a à peu près 30 ans, un peu plus même, et il a été adapté en une saison 1 donc, de Good Omens, qui est sorti en 2019, et la saison 2 dont on va parler actuellement ne figure pas dans le livre à la base. C'est du coup Neil Gaiman, qui est un des auteurs originels, l'autre étant Terry Pratchett, du coup, comme tu l'as dit, qui a décidé de continuer cette histoire. Et donc il a écrit une saison 2 sans Terry Pratchett, qui est malheureusement décédé, et il y a une saison 3 en plus à paraître, on ne sait pas quand, mais bientôt, un jour peut-être. Vas-y du coup. Alors moi du coup, j'ai pas exactement le même rapport déjà au livre et à la saison 1, déjà parce que en fait j'ai découvert la saison 1 en premier, donc quand elle est sortie en 2019, et c'est après avoir bien aimé la saison 1 que j'ai lu le livre, donc il y a déjà cette différence là, que j'ai peut-être pas le même attachement au livre de base et à l'écriture notamment de Terry Pratchett, parce que je dois admettre que j'ai pas lu autant de ses bouquins que j'aimerais en avoir lu. Et du coup, au final, moi, j'ai découvert cette saison 2 en étant principalement fan de la série plus que du livre, et en étant principalement fan des bouquins de Neil Gaiman, principalement. Et du coup, moi, au contraire, j'ai vraiment bien aimé cette saison 2, même si elle a quelques faiblesses qui m'ont un peu dérangé de mon côté, mais généralement, j'ai pas été déçu du tout, et même... je pense que je peux dire que je l'ai préféré à la saison 1 au final. Ouais, c'est intéressant. Moi, du coup, pour le coup, j'ai vraiment pas lu le bouquin. J'ai découvert la saison 1 à peu près juste avant la sortie de la saison 2. Du coup, j'ai à peu près enchaîné les deux. Et par contre, moi, j'ai quand même préféré la saison 1. Je trouve que le message était mieux amené. Enfin, ce que je trouvais comme message dans la série, c'est-à-dire que peu importe ce que font l'ange, enfin le ciel et les enfers, au final, l'espèce humaine pouvait toujours faire des trucs encore plus random et débiles et créer sa propre merde, que dans cette saison 2, c'est beaucoup moins montré. Et au contraire, les anges et les démons ont une influence beaucoup plus forte, et ce qui cause beaucoup de problèmes dans la manière dont le message est transmis, et aussi dans la manière dont c'est fait en vrai dans la série. Oui, alors évidemment, je te conseille très très fort le livre. D'ailleurs, si tu veux une bonne introduction au livre, le collectif a fait un podcast sur le livre. Il y a
Longtemps, très longtemps. Mais ouais, alors je comprends ce que tu veux dire, Arthur, sur le fait qu'on n'a pas le même rapport au bouquin, mais pour moi, véritablement, la saison 2, elle rate son objectif de saison 2 de série, dans la mesure où, de toute façon, comment dire, la saison 1 de Good Omens finissait pas exactement de la même manière que le roman, et ça permettait de faire de toute façon un lien plus direct avec une potentielle suite qui était prévue dès le départ, hein, puisque ça faisait partie de choses dont Neil Gaiman avait discuté avec Pratchett avant sa mort. Donc en plus, je peux même pas reprocher à Neil Gaiman de s'être vendu aux puissances capitalistes. Non, pas du tout. Neil Gaiman, c'est un créatif, et il se trouve juste que il avait plus ou moins promis ça à Terry Pratchett avant sa mort. Non, moi j'ai un problème fondamental avec cette saison 2 de Good Omens. C'est que peut-être pour faire du fan service, même si c'était clairement présent dans le roman, cette saison 2 est pas mal centrée autour de la relation entre Crowley et Aziraphale, ce qui est très bien. Le problème, c'est que ce faisant, selon moi, à bien des égards, l'écriture de la saison reset un certain nombre de points de développement des personnages qui étaient présents dans la saison 1, et je dis bien présents dans la saison 1 de la série, hein. Je parle pas de trucs que j'ai retirés du roman parce que je l'ai relu avant de regarder la saison 2. Même, j'ai envie de dire, avant de revoir la saison 2, j'ai plutôt revu des parties de la saison 1 parce que ça me paraissait plus cohérent avec le visionnage d'une suite de séries. Mais je vais relaisser la parole à quelqu'un d'autre avant, parce que sinon je vais me lancer dans un tunnel de 10 minutes et on n'a peut-être pas le temps. Oui, en effet, je suis d'accord que dans le fait que la saison 1, en fait, j'avais déjà un peu de mal à voir pourquoi ils faisaient une saison 2. Pour moi, la saison 1 paraissait terminée à peu près. Je me souviens plus trop de la fin, mais ça me paraissait à peu près terminé, et même si j'ai beaucoup aimé la saison 2, j'ai pas aimé le thème qui était... Enfin, j'ai pas trouvé pertinent le thème qui était abordé, c'est-à-dire la relation entre Crowley et Aziraphale. Parce que, certes, elle était présente dans la saison 1, mais c'était pas ça l'enjeu principal. Et le fait qu'ils aient transformé ça en enjeu principal, je trouve que ça... je l'ai déjà dit, mais ça fait perdre un peu le sens de ce que la série voulait montrer, enfin, de ce que la saison 1 de la série montrait à la base. Et du coup, je suis un peu déçu, et j'ai vraiment... Oui, j'ai eu cette impression aussi de beaucoup de fanservice. Mais... Alors après, c'est aussi le point d'une saison 2 de ne pas avoir exactement les mêmes thèmes qu'une saison 1. C'est pour ça que j'ai dit que moi, le fait de la centrer sur la relation entre ces deux personnages, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que sous prétexte de faire du fanservice, il y a des problèmes d'écriture qui tiennent pas au choix de ce thème, mais à la façon dont il est développé, selon moi. Alors, moi, je suis d'accord qu'il y a une énorme différence dans le traitement des personnages entre la saison 1 et la saison 2. À mon sens, ça tient surtout au fait que dans la saison 1, il y avait énormément de personnages qui avaient toutes leurs petites histoires individuelles qui se rejoignaient au final qu'à la fin, alors que la saison 2 se concentre sur beaucoup moins de personnages qui sont réunis dans une intrigue relativement serrée dès le début. Mais je suis pas exactement d'accord sur le fait que la réalisation de Aziraphale et Crowley soit le centre de la saison 2. Je pense que cette relation, bon déjà, je peux pas nier qu'il y a peut-être un peu de fanservice, parce que moi j'en ai été très content, hein, on va pas se mentir, mais c'est surtout, je pense, que cette saison 2 ne parle pas tant de la relation entre les deux que des différentes formes de traumatisme qu'ils ont subies à cause respectivement de l'enfer et du paradis, de l'enfer et du paradis dans le cas de Crowley. Et je pense qu'en fait, leur relation sert surtout à montrer la manière dont ils ont vécu ce traumatisme, dont ils ont évolué à partir de ce traumatisme, parce que l'air de rien, on les rejoint souvent sous l'appellation de leur camp, parce qu'ils sont ni vraiment avec le paradis, ni vraiment avec l'enfer respectivement, mais au final, ils sont extrêmement différents dans le sens où Crowley a vu les deux, il a vu qu'il n'y a pas vraiment de différence, et du coup, il a pu évoluer vachement plus vite, alors qu'Aziraphale n'a un traumatisme lié qu'au paradis, qu'il pense encore être bon dans un certain sens, c'est-à-dire que pour lui, les anges sont problématiques,
il n'est pas d'accord avec les ordres donnés par les archanges, mais le paradis en lui-même, c'est toujours les gentils pour lui. Et donc, je pense que c'est vraiment plutôt ça le centre de la saison 2, c'est leur trauma respectif vis-à-vis de d'où ils viennent, et leur relation est juste un très bon moyen pour montrer les différences qu'ils ont par rapport à leur vécu, même par rapport à des événements qu'ils ont vécu ensemble en fait. Et donc je suis pas entièrement d'accord avec votre analyse sur ce point-là du coup. Alors oui, peut-être qu'effectivement leur relation sert de catalyseur à un thème qui était plus ou moins développé dans la saison 1, à savoir que ils sont dans leur camp à eux, opposés finalement aux deux grandes puissances que sont le paradis et l'enfer. Cela dit, leur relation reste le catalyseur principal de ce thème, notamment à cause du drama, tout le drama du dernier épisode en fait, où l'un des points principaux, ça y est, ça commence à divulgacher, l'une des trames narratives principales est selon moi celle qui permet aussi le développement d'un certain nombre de blagues plus ou moins rigolotes, qui rappellent les meilleurs moments de la saison 1. C'est le fait que, pour une raison X ou Y, Crowley et Aziraphale, Crowley notamment, ont remarqué que la gérante d'un café en face et la gérante d'un magasin de disques se plaisent plus ou moins, et ils ont besoin de convaincre le paradis que c'est grâce à un miracle qui a été accompli, ces deux personnes-là sont tombées amoureuses. Et évidemment, en fait, tout ce truc de plus ou moins faire du forcing pour que ces deux meufs finissent ensemble, c'est en fait une distraction en partie pour eux sur le fait que ça fait littéralement des milliers d'années qu'ils se connaissent et qu'ils auraient déjà dû finir ensemble et qu'ils l'ont toujours pas fait, ce que ce que disent de manière extrêmement directe les deux meufs à Crowley à la fin de la saison. Bon. Et je suis d'accord que ça sert de catalyste à leur rapport différent à ces deux personnages au système dont ils ont été les victimes. Le problème, c'est que pour moi, cette écriture implique que Aziraphale doit désapprendre toutes les leçons qu'il a apprises pendant la saison 1. Et ça me saoule. Parce que, en fait, justement, Aziraphale a déjà appris pendant la saison 1 que le problème auquel il est confronté, il est systémique, puisque les démons veulent autant que les anges l'Apocalypse. À la fin de la saison, le Métatron vient voir pour réengager Aziraphale pour que les choses soient faites bien. Mais il s'agit toujours de déclencher l'Apocalypse, et je pense que le Métatron, dans mes souvenirs, le Métatron ne lui cache pas véritablement. Et c'est frustrant. C'est extrêmement frustrant et ça crée des vrais problèmes de rythme, et moi je l'ai ressenti tout particulièrement dans ce qui est appelé dans les titres des épisodes en version anglaise les minisodes à l'intérieur des épisodes qui viennent interrompre le récit principal dans l'époque contemporaine avec Gabriel amnésique qui arrive sur Terre, le problème de cacher l'existence de la présence de Gabriel aux autres, aux puissances tant infernales que paradisiaques qui viennent le trouver, pour rappeler des petits épisodes de la vie commune d'Aziraphale et de Crowley. Et pendant tous ces minisodes, la leçon qui est apprise, c'est systématiquement la même leçon que dans la saison 1, à savoir Crowley et Aziraphale s'entendent mieux ensemble et forment un camp à part du paradis et de l'enfer, et on le sait, puisqu'à chaque fois les manigances ou du paradis ou de l'enfer sont le problème qu'ils doivent affronter. Et à chaque fois, ils sont en train de désobéir directement, et ce, dès l'épisode sur la famille de Job, qui est le premier de ces minisodes, de désobéir directement aux ordres de leur hiérarchie. Et je comprends ce que Gaiman a voulu faire. Il a voulu nous faire une American Gods et nous présenter des retours dans le passé pour nous présenter des personnages, machin, etc. Mais le problème, c'est que ce faisant, à chaque fois, il nous représente Aziraphale et Crowley, qui sont des personnages qu'on connaît déjà, et il ne les fait pas évoluer dans ces minisodes. Il leur fait juste apprendre une leçon qu'ils ont apprise à la saison 1. Du coup, ça fait bizarre, parce que ça veut dire que cette leçon qu'ils sont supposés avoir apprise pendant la saison 1 en 1990, eh ben, ils l'avaient déjà apprise avant Jésus-Christ. Du coup, c'est chelou. Et... j'ai l'impression que la saison, justement, avec ces interruptions des minisodes qui, pour moi, m'émettent tu parlais d'une saison resserrée. Moi, je trouve au contraire que la présence des minisodes, mais ça fait se trimballer cette saison, mais à une vitesse qui est si lente
C'est-à-dire que justement, si on avait voulu une saison resserrée, on aurait pu la faire en 3 épisodes d'1 heure et ça aurait été une assez bonne saison de télévision. Le problème, c'est qu'on n'aurait eu que 3 épisodes avec le cliffhanger de la fin et tout le monde aurait crié au scandale qu'on n'ait que 3 heures de contenu pour finir sur un cliffhanger qui en fait est un cliffhanger de mi-saison. Mais bon, je suis confus. Je suis extrêmement confus. Mais voilà, justement, je trouve que il y a un point. Le problème, c'est que dans ce que tu dis, je pense que c'est effectivement ça l'intention de l'écriture. Je trouve que compte tenu du contenu de la saison 1, ça ne passe pas parce que ça implique qu'Aziraphale désapprend des trucs qu'il sait déjà. Et c'est d'ailleurs assez représentatif pour moi, ça, là où ça se voit le plus, c'est que Aziraphale en lui-même ne fait pas grand-chose pendant cette saison. Le personnage qui agit le plus, qui découvre le plus de trucs, qui est le plus dans l'action et pas seulement dans la réaction, c'est Crowley. Parce que on a besoin que l'élément moteur de la saison, ça soit celui qui a déjà appris cette leçon et qui est déjà au courant. Et le problème, c'est qu'Aziraphale, il est supposé le savoir aussi, quoi. Et il fait comme si la fin de la saison 1 n'avait pas eu lieu, et ça m'énerve. Ouais, en fait, Aziraphale, ils en ont fait vraiment un perso extrêmement naïf et qui arrive pas à apprendre. Moi, par contre, j'ai bien aimé les minisodes à l'intérieur des épisodes. Je trouve que c'est toujours marrant. Ça fait toujours un petit vent de fraîcheur à l'intérieur de l'épisode. Moi, j'aime bien. Puis ça présente des personnages qui reviennent pas, certes, mais qui sont assez intéressants et qui permettent aussi de se confronter à quelques problématiques de quelques époques. Je vais être extrêmement cru, mais ces minisodes n'apportent rien à la série principale. Ça aurait dû être des teasers sur YouTube. Ça aurait pas dû être inséré à la série. C'est possible, mais moi j'aime bien quand même. Mais non, ouais, moi aussi, j'ai aussi quelques problèmes avec... déjà le comportement d'Aziraphale, il m'énerve un peu, parce que forcément, tu le vois enchaîner les péripéties pour apprendre une leçon qui, à la fin, il n'apprend pas et c'est pénible. J'ai absolument détesté l'intrigue où ils doivent faire en sorte que les deux meufs se mettent ensemble. J'ai trouvé ça extrêmement cringe et extrêmement forcé. Ça m'a mis assez mal à l'aise tout du long. J'étais très content qu'à la fin, elles leur disent non, allez vous faire foutre, en fait, on joue pas avec la vie des gens comme ça. Parce que vraiment, ça m'a mis très mal à l'aise ce rapport de ah tiens, on peut faire ce qu'on veut avec la vie des gens et si vous n'êtes pas d'accord, en fait, on s'en fout. On a des raisons des raisons pas divines. Et j'ai pas aimé. Et oui, ce que je trouve aussi bizarre avec le personnage d'Aziraphale, c'est que lui, il apprend pas par rapport à il a pas appris de la saison 1. Là où justement, ce qui fait le nœud de l'intrigue de la saison 2, c'est-à-dire Gabriel qui arrive en complètement amnésique, lui, il a appris de la saison 1. Parce que justement, lui et Belzébuth, ils ont une histoire d'amour. Et du coup, Gabriel, à un moment, il a dit les archanges, non, les anges supérieurs, je sais plus, c'est compliqué. Les anges supérieurs sont en mode, et le Métatron, ils sont en mode, très bien, on prépare le prochain Armageddon. Gabriel, il dit, non. Moi, j'ai appris, c'est bon, ça m'a saoulé. Et du coup, ils sont en mode, très bien, du coup, tu es destitué de tes fonctions, on va te retirer ta mémoire, et tu vas redevenir un sous-script de 38e classe, machin, le plus bas du lot. Et du coup, au lieu de ça, il fout sa mémoire dans une mouche que Belzébuth lui a donnée, et il va aller voir Aziraphale. Ça aussi, c'est bizarre, parce que Aziraphale n'est pas censé l'héberger. Enfin, vu toute la merde qu'ils lui ont foutu dans la gueule à la saison 1, Crowley a très bien raison de lui dire non, tu le prends, tu le fous dehors et il se démerde. Et c'est aussi un problème, même si bon, ça marche assez bien dans la série quand même, je pense. Ça m'a pas trop dérangé. Moi, j'ai été plus dérangé par le fait que on a beaucoup d'épisodes, beaucoup de temps d'épisodes, comme vous l'avez dit, sur Aziraphale et Crowley qui essayent de pousser Maggie et Nina, donc les deux vendeuses, à tomber amoureuses l'une de l'autre. Enfin, surtout Nina à tomber amoureuse de Maggie, parce que c'est le point de départ de tout ça, que Maggie est déjà amoureuse de Nina. Et effectivement, c'était assez cringe à plusieurs moments, alors qu'en parallèle, on a l'histoire de Gabriel et Belzébuth qui tombent amoureux, qui est littéralement rushée en 5 minutes. J'aurais préféré que ce soit l'inverse en réalité. J'aurais largement préféré que ce soit l'inverse et qu'à la rigueur, Nina et Maggie, quitte à être des personnages majeurs parce qu'elles sont importantes dans la manière dont Crowley et Aziraphale vont essayer de communiquer à la fin, que le fait d'essayer de les pousser ensemble soit juste une blague, qu'elles
qu'elles arrêtent tout de suite en mode les gars, qu'est-ce que vous faites? J'aurais préféré ça. Après, je trouve pas ça illogique que Aziraphale recueille Gabriel à la fin, dans le sens où, déjà, ce que Gabriel a fait dans la saison 1, à part la fin où il essaye de tuer Aziraphale, ce n'est pas différent du niveau de tout ce qu'il a fait avant, et Aziraphale l'a accepté pendant 6000 ans déjà. Et le truc, c'est que quand il essaye de tuer Aziraphale, c'est pas Aziraphale, c'est Crowley qui est là. Aziraphale ne le voit pas. Donc dans la tête d'Aziraphale, Gabriel a pas forcément changé par rapport à avant. Il est pas plus cruel que ce qu'il était avant, même si nous on sait qu'il l'était, parce que on a vu les procès, enfin entre grosses guillemets procès de Crowley et Aziraphale à la fin de la saison 1. Aziraphale n'est pas au courant de ça. De ce conseil, il n'est pas au courant, a priori, ils en ont pas parlé. Et surtout, Gabriel arrive en étant totalement désorienté, il ne sait plus rien. Et l'un des premiers trucs qu'il dit, c'est je suis venu parce qu'ils allaient me faire un truc horrible. Forcément, Aziraphale, ça reste Aziraphale, quoi. Il essaye tout le temps de faire le bien. Même quand c'est un gros con, il essaye de faire le bien. Il va pas laisser Gabriel se démerder à poil dans la rue après qu'il lui ait dit ils vont me faire un truc horrible. Ça aurait été totalement à côté de la plaque. Et je trouve ça limite dommage à ce niveau-là qu'au contraire, on a eu assez peu de scènes où on voit Crowley interagir avec Gabriel. Et les rares scènes qu'on a, c'est la première scène où il voit Gabriel et il hurle de terreur. Cette scène, la première fois que j'ai vu la saison, je l'ai trouvée très drôle, et en la revoyant après, je me suis rendu compte que c'était pas drôle du tout, en fait. Mais il y a cette scène-là, il y a une ou deux scènes où il est vaguement saoulé, et la dernière scène où il se rend compte que oui, Jim et Gabriel sont peut-être pas la même personne, et qu'il arrête d'être un con avec Jim. C'est pas assez, je pense. Et j'aurais bien aimé une confrontation à la fin quand Jim redevient Gabriel, où Crowley lui dise, le confronte sur bah t'as merdé mec, au moins un désolé ou un merci ça aurait été sympa quoi. Ça je trouve ça, c'est un des trucs que je trouve dommage avec la série, c'est que bah ils se sont concentrés sur certains trucs que j'aurais trouvé secondaires, et certains trucs que j'aurais trouvé très importants ont été au final extrêmement rushés. Ça je trouve ça vraiment dommage. Par contre, je vais revenir rapidement sur les minisodes. Je suis pas du tout d'accord avec toi dans le sens où, à chaque fois, il montre un truc important. C'est que Aziraphale, même s'il apprend ses leçons, à chaque fois, à la fin, après avoir appris que peut-être effectivement le paradis merde aussi un peu de son côté, à chaque fois, il ressent une honte et une peur terrible de s'être rendu compte de ça. Je veux dire, rien que le minisode avec Job, à la fin, il est persuadé qu'il va être déchu et tomber en enfer. Genre, c'est pas des leçons qu'il apprend et tout est bien qui finit bien. C'est des leçons qu'il apprend et que le fait de les avoir apprises lui pèse sur la conscience. C'est pas des leçons qu'il a envie spécialement de retenir, je pense, dans le sens où ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'il pense être le bien, le mal, avec la dichotomie paradis-enfer qui, dans sa tête, est extrêmement forte, même toujours après la saison 1. Justement, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'après la saison 1, cette dichotomie pour Aziraphale, qui, je rappelle, est bannie au début de la saison 2, elle devrait plus exister. Parce que autant, moi je suis parfaitement d'accord avec toi, Aziraphale n'a pas besoin d'autre raison que être Aziraphale et être quelqu'un de généreux et de sympathique pour accueillir Gabriel chez lui. Je pense que même Gabriel aurait pas été amnésique et lui aurait juste dit « Je suis dans le caca parce que j'ai refusé de déclencher une deuxième apocalypse, aide-moi », je pense qu'Aziraphale aurait passé l'éponge et l'aurait accueilli quand même. Je pense que c'est le genre de personnage qui fait ça. Sincèrement. En revanche, il est déjà en froid et banni par le paradis au début de la saison 1. C'est-à-dire que ce qu'il redoutait dans les minisodes, chute mise à part et chute en enfer mise à part, parce que du coup il est aussi en froid avec l'enfer, parce que à cause de ce qu'il a fait avec Crowley, ça a déjà eu lieu. C'est terminé, tu vois. Genre, tu peux plus avoir peur du chômage quand t'es déjà licencié depuis 2 ans, tu vois. C'est fini. T'y es déjà. Ce qui fait que, ok, que les apprentissages pendant les minisodes soient que partiels, très bien. Moi, je trouve que le fait que les minisodes, même si cet apprentissage partiel, il est intéressant, ressasse toujours le même point, alors que, comme tu le dis, il y a des trucs plus intéressants à développer pendant cette saison. C'est un gros problème de rythme. Moi, je sais que les minisodes prenaient tellement de temps
que des fois j'avais du mal à raccrocher ce qu'était supposé être l'intrigue ou à comprendre ce qu'était être l'intrigue à l'intérieur du truc. À l'intérieur de la timeline contemporaine, d'autant plus que j'étais en train de terminer mon doctorat, donc j'avais pas le temps, je regardais qu'un épisode ou deux à la fois à la fin de la semaine. Donc si en plus de ça on me donne des informations parasites, moi la semaine suivante je sais plus ce qui s'est passé. Et c'est un des problèmes d'écriture des séries de manière générale, hein, le fait que maintenant elles soient prévues pour être bingées et que mais il me semble ils ont fait sortir ça à un rythme hebdomadaire initialement, non? Ils ont tout mis en même temps? Ah, bon bah voilà. Ça explique aussi certainement que ça soit monté comme un gros film de 6 heures qu'on est supposé regarder en une fois. Bah oui, bah moi j'ai pas le loisir en fait, j'ai un travail les enfants quoi. Enfin... Pardon, c'était l'instant boomer. Les jeunes d'aujourd'hui, ils passent 12 heures de suite à regarder leur Netflix, là, et ils travaillent plus. J'aurais quand même une nuance à apporter sur les minisodes, c'est que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de minisodes qui se concentrent sur les problèmes du paradis et de l'enfer, mais il y en a un moi qui m'a beaucoup plu, c'est celui où ils sont dans le cimetière là, en Écosse, là. J'ai oublié le nom de la ville. Édimbourg. Ah, Édimbourg. Et où en fait il n'y a aucune intervention ni du paradis ni de l'enfer, et juste c'est Aziraphale qui essaie d'ajuster sa conception du bien et du mal. Au début il est là en mode non, déterrer des cadavres c'est mal. Et la gamine lui explique oui, mais en fait, si je déterre pas un cadavre, ma pote et moi, on crève la dalle dans la rue. Et il est en mode très bien, on va déterrer un cadavre. Et ça continue comme ça. Et lui, il apprend parce que l'autre gamine se fait tirer dessus. Du coup, il est pas content, machin, etc. Et je trouve que celui-là, il est très intéressant parce que c'est Aziraphale qui, pour le coup, apprend des choses et qui peut-être qu'il va les retenir. Bon, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup servi dans la suite. Mais dans la manière en tout cas dont celui-là était construit, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que les deux autres où il y a le paradis qui fait des conneries et l'enfer qui fait des conneries. Pour moi, il n'est pas construit de manière si différente des autres, dans la mesure où c'est Aziraphale qui se débat un petit peu comme pour le minisode sur Job, par exemple, avec ce qui est supposé être sa ligne de conduite, tu vois, sa checklist à faire en tant qu'ange. Chez Job, c'est il s'arrange pour ne pas trucider les enfants de Job comme on lui a demandé. Là, il essaie d'ajuster sa notion du bien à l'amour sincère qu'il ressent pour les humains. Et c'est un peu ça le truc qui est ressassé, c'est il ne comprend pas dans sa notion du bien qu'on puisse faire du mal à des gens, ce qui est, on va dire, un problème auquel on est tous confrontés dans une société capitaliste de merde. Donc pour moi, il apprend pas, il apprend pas une nouvelle leçon dans ce mini-sode-là par rapport au précédent, tu vois. Oui. C'est juste qu'il n'y a pas Gabriel qui vient créer de la tension. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va se faire attraper? Non, s'il s'était fait attraper, il n'y aurait pas eu de saison. Enfin, voilà. Alors oui, mais on en revient à ce que je pense être important. C'est une nuance que moi je vois, et je suis pas sûr que tant de gens que ça, vous serez peut-être pas d'accord d'ailleurs. Je pense que Aziraphale constate de manière très explicite et intériorise très efficacement que les anges, les dirigeants du paradis, sont un problème. Il le sait, il en a conscience. Mais je pense que le concept de paradis pour lui n'est toujours pas un problème. Le fait qu'il y ait une différence énorme entre le paradis et l'enfer, que le paradis soit les gentils et que l'enfer soit les méchants, pour lui, c'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont le paradis est dirigé. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste un peu dans cette idée de grosse dichotomie qui fait que à la fin, c'est une des raisons pour lesquelles il s'engueule avec Crowley dans les dernières minutes, c'est que il lui dit oui, l'enfer, mais c'est vous les méchants en fait. Mais c'est parce que dans sa tête, il y a encore l'enfer, les méchants, le paradis, les gentils. C'est juste que le fait que les anges soient forcément gentils et les démons forcément méchants n'est plus vrai. Mais les concepts en eux-mêmes, pour lui, valent toujours. Et je pense que c'est une grosse différence entre lui et Crowley, c'est que Crowley a compris que l'enfer et le paradis en tant que concept sont des concepts extrêmement foireux, que le bien pur et le mal pur n'existent pas. Aziraphale n'a pas encore compris ça. Et c'est en partie une raison pour laquelle il s'engueule à la fin, à mon sens, c'est que Aziraphale est encore persuadé que
il est capable de faire en sorte que le paradis soit le bien qu'il est censé être. Alors que Crowley a compris qu'il n'y a aucune chance que le paradis soit bien, que le problème, c'est l'existence du paradis en lui-même. Mais Aziraphale comprend pas ça, arrive pas à comprendre ça. Ça fait des milliers d'années, même plus que ça, avant que le temps existe, qu'on lui répète que le paradis est bien. Et il n'arrive pas à sortir de cette idée-là. Et on entre dans quelque chose qui est qu'on voit dans beaucoup dans des relations toxiques, l'idée que on voit pas le mal qui vient de la personne qui nous fait du mal. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent paraître frustrants parce que effectivement, Aziraphale a l'air de tourner en rond, mais il tourne pas vraiment en rond. Il comprend, mais que la moitié du problème en fait. Justement, le problème que j'ai, c'est qu'il ne devrait pas comprendre que la moitié du problème si on s'en tient au texte, encore une fois, au texte de la série saison 1. Bon, dans le livre, c'est beaucoup plus radicalement ça encore, parce que ils n'étaient pas certains de pouvoir écrire un tome 2, et peut-être qu'ils n'auraient pas écrit celui-là s'ils avaient pu. Mais rien qu'à partir du texte de la saison 1, et à partir du texte même de la saison 2, Aziraphale, il ne se débat pas seulement avec d'autres anges qui seraient mauvais. Comme le montre le minisode dans le cimetière d'Édimbourg, il se débat avec ce qu'on lui a appris en termes de code institutionnel, tu vois. Il se débat avec son propre code de déontologie qui est quelque chose de tout à fait institutionnel, tu vois. Genre, par exemple, il y a des tas de problèmes avec l'institution scolaire. Et donc, en fait, et je suis bien obligé d'y participer en tant que prof. Et je sais que ces problèmes-là existent. Et on aurait pu avoir quelque chose de super intéressant avec Aziraphale qui décide de participer à l'institution paradisiaque quand même sous prétexte que c'est un moindre mal. Mais comme c'est présenté de manière extrêmement frontale, comme ça, à la fin, dans une dispute qui dure en tout et pour tout, en termes de temps d'écran, 2 minutes 30, on n'a rien de cette nuance-là, et Aziraphale passe pour un idiot qui a rien appris de la saison 1. Tu vois, encore une fois, ce genre de débat, ils auraient pu l'avoir pour moi pendant la saison 1, quand Aziraphale était encore un agent du paradis. Moi, si demain, parce que je suis un connard d'islamo-wokiste et que, j'en sais rien, je refuse de renvoyer une élève chez elle parce qu'elle porte une abaya, par exemple, si je me fais virer, c'est pas après ça que je vais accepter un poste de recteur dans une académie offert par Gabriel Attal, tu vois. Or là, c'est un peu ce qui se passe. Tu vois, genre, c'est un peu... et ça me dérange parce que soit il a rien appris de la saison 1, ou encore une fois, il était déjà viré des forces paradisiaques parce qu'il s'élevait déjà contre ce système qui était un système qui partait des deux camps en même temps, qui était celui de l'Apocalypse. C'est-à-dire que c'est vraiment le crux de tout, le cringe un petit peu rigolo de la scène dans la base militaire où tout le monde est là en même temps à la fin de la saison 1, c'est que tout le monde a très envie que l'Apocalypse ait lieu et que l'Antéchrist dit « Non, j'ai pas envie. » Voilà. et tout le monde considère que c'est une bonne chose que les deux camps aient perdu. Aziraphale aussi. Et ça, c'est complètement zappé. Et Aziraphale s'est fait virer. Et dès qu'il peut retrouver... Et en fait, c'est ça, c'est... Aziraphale, je vais dire quelque chose de provoquant, Aziraphale, à la fin de la saison 2, je suis désolé, il fait une Manuel Valls. Il a été viré du gouvernement, mais dès qu'on lui repropose un ministère, il y retourne. Et je ne peux pas supporter qu'un personnage qui m'est aussi cher, et à cause du roman et de la saison 1, fasse un truc pareil. Parce que je pense que c'est un vrai déni du progrès qu'il avait fait spécifiquement dans la saison 1 et dans le texte de la saison 1. Alors après, il y a potentiellement des trucs nuancés qui pourraient y avoir sur oui, mais c'est un moindre mal, machin, etc. Genre, par exemple, moi je trouve que l'éducation publique, ça fait beaucoup de mal aux enfants parce qu'on les force à rester assis alors que c'est pas potentiellement pas ça leurs besoins. Je trouve que on est obligé par un système à être beaucoup trop autoritaire et disciplinaire alors que il y a peut-être d'autres manières de développer la psyché des enfants. Mais on me donne le choix entre ça et la généralisation du modèle Stan et de simples garderies pour les pauvres. Bon, je sais où je me place, moi, dans les solutions du moins pire. Mais j'ai conscience que c'est le moins pire et pas la bonne chose. Et le problème, c'est qu'Aziraphale défend ça comme la bonne chose de manière non critique, alors qu'il devrait avoir cet esprit critique-là. Et pas seulement, non, le problème, c'est quelques mauvaises pommes, comme la police, c'est juste qu'il y a quelques bavures, mais sinon c'est bien, quoi. Non. Il a déjà été viré à la police, il peut plus dire ça. Oui, non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et il y a aussi le fait que c'est pas juste les anges qui sont pas bons.
c'est le paradis tout entier, juste du fait de l'existence des ordres de Dieu. Dans le mini-zode de Job, les ordres ils viennent de Dieu. Et c'est contre ça que Aziraphale s'oppose, et où il va tricher pour qu'en fait, hop, on fait tout passer en soum-soum, on lui rend tout après, et ni vu ni connu, je t'embrouille, tu vois. Et si vraiment il avait pas appris, enfin, je sais plus exactement ce que tu disais, mais du coup, c'est catastrophique. Mais non, il peut pas décider de retourner là-bas après avoir dit non, en fait, Dieu il fait de la merde et je suis pas d'accord. C'est vraiment, il a vraiment fait une Manuel Valls où c'est exactement ça et c'est terrible. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui, c'était bien. Désolé. Mais voilà, non, effectivement, il peut décemment pas dire ok, donc en fait, tous les anges ils sont pourris, même Dieu il fait de la merde. Mais non, en fait, ça reste la bonne solution. Non, non, et non, il y a aucune manière que ce soit la bonne solution. Et surtout que Métatron le dit, oui, on prépare l'avènement du second, je crois que c'est ça, Second Coming en anglais. Donc soit Second Armageddon, soit le retour du Christ, j'en sais rien, un truc de ce genre. Dans Mais- les deux cas, ça veut dire la fin du monde. Voilà, dans les deux cas ça veut dire la fin du monde. Et non, c'est un truc contre lequel il s'est battu tout le temps. Non, c'est juste pas possible. Tout le point de la saison 1, et c'était une blague dans la saison 1, où Crowley, justement parce qu'ils avaient ce conflit avec Aziraphale qui disait oui, mais de toute façon, nous, le paradis, on va gagner, c'est nous les gentils, donc la fin du monde n'est pas vraiment un problème. C'était une blague dans la saison 1 d'Aziraphale qui fait oui, mais plus jamais de crêpes, Aziraphale. Tout ce qui fait ce que tu aimes dans la société et dans les cultures humaines va disparaître. Et il a déjà dit non à ça. C'est le point même de la générosité d'Aziraphale dans la saison 1. Et moi, je trouve ça triste que, parce qu'on lui a proposé d'être Premier ministre, il ait renoncé à sa carte au Parti Socialiste. Ah non, pardon, je parle de Gabriel Attal. Mais ça finit pareil, mais bon, voilà. Je vois d'où vient votre avis, mais j'ai vraiment une lecture complètement différente du personnage d'Aziraphale dans la saison 2. Et du coup, je suis toujours pas d'accord avec vous. Mais tu as le droit. Mais du coup, moi, ma lecture d'Aziraphale dans cette saison 2, c'est vraiment une lecture de démontrer les dommages que ça fait à quelqu'un, un traumatisme aussi long et d'une telle ampleur que les manipulations coup sur coup qu'il a subies pendant des millénaires par le paradis. Et dans les 15 dernières minutes, on a plusieurs choses qui se passent très très vite. Donc déjà, on a Gabriel et Belzébuth qui s'en vont. Donc, un ange et un démon ensemble, c'est possible. Là, Aziraphale, je veux dire, si on regarde le jeu de Michael Sheen dans cette scène, Aziraphale, à partir de ce moment-là, il n'arrête pas d'essayer de toucher Crowley, de constamment regarder Crowley. C'est évident qu'il se dit, nous aussi on peut, à ce moment-là. Et pile à ce moment-là, le Métatron arrive, dégage tout le monde, prend Aziraphale à part. Et le comportement du Métatron est réglé au poil de fion, parce que tous les anges à part Aziraphale, ils sont tous inadaptés à la vie humaine. Complètement, ils font tâche dans la manière dont ils parlent, dans la manière dont ils bougent. Le Métatron, il arrive tranquille, il a commandé un café, il dit à Aziraphale que comme lui, alors que tous les autres anges sont dégoûtés à l'idée, il lui dit « bah moi aussi je buvais du café de mon temps ». Il est humain, il se rapproche complètement d'Aziraphale, il lui fait une proposition qui lui assure une sécurité incroyable pour lui et Crowley à tout jamais. Je veux dire, il n'a plus à craindre que Michael et les autres se retournent contre lui. Il n'a plus à craindre toute l'histoire avec le livre de la vie qui pop. Il n'a plus à craindre qu'il soit un jour embarqué en enfer ou au paradis. Ils seront en sécurité. Le Métatron, c'est ça surtout qu'il lui offre. Et Aziraphale, à ce moment-là, se dit encore « je peux peut-être réparer le paradis en plus de ça ». Il va dire ça à Crowley. Crowley qui, bien sûr, se dit « what the fuck, bro, absolument pas ». Ils sont incapables de communiquer. Et du coup, Crowley s'en va et Aziraphale est complètement perdu à ce moment-là. On est d'accord, il pleure, il sait pas quoi faire, il hésite, on le voit qu'il tourne sur lui-même, il hésite entre rejoindre Crowley et rester dans sa librairie, essayer de processer le truc, parce que c'est une scène super violente, leur dispute. Elle finit quand même, j'ai pas envie de l'appeler ça comme ça, parce que j'aime beaucoup ces deux personnages, mais le fameux baiser, c'est une agression.
c'est extrêmement violent. Et donc, Aziraphale, à ce moment-là, est perdu. Je pense qu'il réalise, avec la violence avec laquelle Crowley refuse de voir le paradis, il commence à se dire que peut-être le problème, c'est pas juste les anges, c'est le truc en lui-même. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'a plus envie d'aller au paradis. Il a plus envie de suivre le Métatron. Mais le Métatron lui laisse même pas 2 minutes. Littéralement, le moment où Crowley est dehors, le Métatron rentre et lui dit « Bah viens, on y va ». Et donc, il est perdu, il sait pas quoi faire. Le Métatron est une énorme figure d'autorité. Il finit par le suivre. Il le suit, mais il hésite, il essaye de gagner du temps à ce moment-là. Il essaye de lui dire peut-être récupérer des trucs, qu'est-ce que je fais de ma librairie, tout ça. Il essaye de gagner du temps. Et le moment où il le suit pour de vrai, c'est le moment où le Métatron lui dit qu'il prépare le second avènement. Et du coup, avec tout ça, avec la manière dont Aziraphale doit réagir à énormément de trucs extrêmement violents en très peu de temps, moi, ma lecture de cette scène, c'est qu'en fait, s'il suit le Métatron à la fin, c'est parce qu'il se dit on est tellement dans la merde, je peux pas juste laisser couler. Parce que l'autre option, si c'est pas Aziraphale qui devient archange, qui devient archange suprême, a priori, c'est Michael. Et Michael, c'est littéralement l'ange le plus agressif qu'on a vu dans tout le paradis. Je pense que c'est pas une décision de il fait une Manuel Valls et il se retourne sur tout ce qu'il a appris. C'est dans la panique, il va pour le moindre mal, et le moindre mal, c'est essayer d'empêcher ça comme il peut, essayer de protéger l'humanité et Crowley aussi qui reste derrière. Parce que sinon, ils sont à la merci de Michael qui va avoir le pouvoir suprême au paradis, qui va pouvoir préparer un deuxième Armageddon, qui a même, a priori, le livre de la vie, donc qui peut juste décider que Aziraphale et Crowley arrêtent d'exister. Je veux dire, il y a tellement de choses en jeu à ce moment-là, qu'en fait, avec si peu de temps pour décider, je trouve ça extrêmement logique comme réaction. Et pas du tout à l'encontre de tout ce qu'il a appris avant, en fait. En fait, moi, de ce point de je suis en partie d'accord avec toi dans la mesure où tout ce qui se passe à partir de après la dispute avec Crowley, ça fait totalement sens et c'est même plutôt bien joué parce que Michael Sheen bébou. Euh, moi, c'est le contenu de leur dispute déjà qui, pour moi, fait tâche dans le développement du personnage, dans la mesure où Aziraphale présente la proposition du Métatron à Crowley comme quelque chose d'idéal, alors que déjà, il devrait savoir que ça ne l'est pas, même si ça leur propose la sécurité. Il aurait dû lui présenter ça de manière non pas morale, c'est la bonne chose à faire, mais tactique. Et il le sait, et ils ont déjà parlé tactique dans le passé, dans la saison 1, et ils ont même déjà parlé tactique pendant les minisodes. Et ce champ lexical-là n'apparaît pas dans leur dispute finale. Alors, peut-être justement parce que Crowley est hyper émotif et lui balance tout un tas de trucs à la gueule, ce qui est possible aussi, mais à ce moment-là, justement, Aziraphale aurait pu jouer le rôle qu'il joue des fois, qui est le rôle de la personne qui arrête Crowley dans ses débordements émotionnels pour lui dire des trucs, et ça aurait pu être un signe d'évolution de sa part, pas de l'arrêter en mode arrête ce que tu fais là, c'est mal, tu vas faire du mal aux gens, enfin, etc. Et de temps en temps, Crowley il râle et puis en fait il fait pas le truc mauvais, tu vois. Il aurait pu enfin dire arrête, c'est pas bien parce que ça va nous retomber dessus. Et ça aurait pu être un signe d'évolution, et moi je trouve que justement ce moment-là, c'est un signe de régression de la part d'Aziraphale. Et effectivement, une fois que c'est lancé comme ça, tout le reste est logique. Le problème, c'est que ce prémisse-là du début de la dispute, pour moi, ne fonctionne pas. En regard du texte, quand je dis du texte de la saison 1, c'est véritablement de ce qui a été montré par la série, encore une fois dans la saison 1, et de tout ce qui a été montré et dans la série elle-même, et dans les minisodes, s'ils doivent absolument être là, bien qu'ils ruinent complètement le rythme de la série, pendant toute la saison 2. Même si en l'occurrence, sur la lecture à base du trauma, ça fait un peu plus sens. Le problème, c'est que j'ai du mal à y croire à cause de l'intégralité du reste de la série. C'est pour ça que pour moi, c'est une bonne saison de télévision, avec des acteurs qui font bien leur job, une saison qui, prise isolément peut-être même, serait relativement bien écrite, mais qui, pour moi, en tant que suite d'une saison 1, ne fait pas tout à fait sens. Eh bien, voici la fin de notre numéro. Nous espérons qu'il vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. N'oubliez pas notre Instagram @collectifmf pour être tenu au courant de toutes nos actualités.
Si vous voulez nous retrouver en vrai, n'hésitez pas à passer aux ateliers d'écriture le mardi soir de 18 à 20h au foyer du Gai Savoir de l'UT2J, ou à nos clubs de lecture dont on vous donnera la date en description ou dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez désormais écouter nos émissions radio sur Campus FM en passant par notre site internet. Portez-vous bien, lisez, écrivez, faites des trucs fantastiques, des bisous sur vos plumes et vos carnets. Longue vie à Neil Gaiman.